Voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, le sujet du webinaire sera consacré à la gestion des compétitions en double, en prenant le parti de bien réexpliquer les étapes clés de la gestion de ce type de compétition en vue de permettre aux débutants ou aux personnes qui n'ont pas une grande habitude de l'utilisation du logiciel de pouvoir s'en sortir avec ces gestions. Pour ceux qui auront déjà suivi le cours d'il y a 15 jours consacré à la gestion des compétitions en simple, vous verrez qu'il y a certaines parties qui ressemblent trait pour trait à la gestion de compétition en simple. Donc j'insisterai aujourd'hui sur les particularités des compétitions en double, en insistant sur les étapes qui sont les étapes clés ou les étapes parfois un peu piégeuses de la gestion de ce type d'épreuve. Alors pour le cours d'aujourd'hui, je dispose d'une version du logiciel qui est une version qui anticipe un petit peu sur celle qui est installée dans les clubs. C'est la version qui est en cours de développement et qui sera livrée aux alentours de la mi-mai pour tout le monde. Je travaillerai aujourd'hui sur une base de joueurs fictive mais réaliste. C'est la base du golf du Raret. Je travaille en base de test, donc les informations que vous verrez ne sont pas forcément toutes à jour, mais seront suffisamment réalistes pour notre exemple. Alors, la première chose que vous pouvez constater, j'ai parlé en avant-première de la version que j'utilisais, qui était un petit peu en avance sur ce qui est installé dans les clubs, vous aurez dans cette prochaine version, à l'ouverture du logiciel, un rappel des articles qui sont publiés sur le blog Hermès Actualité, ce qui va nous permettre en fait de toucher directement les utilisateurs finaux du logiciel. Donc tous les, donc, les articles qui sont présentés dans cette fenêtre-là sont des rappels des articles du blog Hermès Actualité. Donc vous aurez cette petite fenêtre, ce qui nous permettra de vous avertir directement en cas de souci, en cas de livraison d'une nouvelle version, donc bref, de communiquer un petit peu mieux pour vous. Bien, alors j'ai ouvert donc le module compétition, et donc je me retrouve dans ce module-là, dans ma liste de compétitions que j'ai trié par ordre décroissant de numéro de compétition. Un petit conseil sur cette partie-là, je vous conseille de toujours trier vos compétitions par tri décroissant sur la date du premier tour. L'idée est pour vous de tout le temps avoir en première position les compétitions les plus récentes, donc de ne pas être obligé au fur et à mesure de descendre dans votre liste pour aller chercher vos nouvelles compétitions. Donc pour trier les compétitions, vous cliquez sur le bord inférieur droit de la colonne à trier et vous choisissez un tri croissant ou décroissant. En l'occurrence, là ce sera tri décroissant seulement sur cette colonne. Sur la partie liste des compétitions, il y a trois éléments importants à vous expliquer. Le premier, ça fait maintenant plus d'1 an qu'on utilise Hermès dans les clubs. Donc vous commencez à avoir une liste de compétitions assez fournie et comme je le disais, il n'est pas forcément évident de s'y retrouver. Alors pour pouvoir faire un petit peu de ménage parmi vos compétitions, vous avez la possibilité d'archiver ou d'activer vos épreuves. Archiver signifiera en résumé masquer. Si par exemple je décide d'archiver ma coupe de Pâques du 27 mars, donc je la sélectionne et ensuite je clique sur archiver, la compétition sera masquée lorsque ici dans les filtres, je vais cocher sur le bouton actif. Sous-entendant, je ne souhaite montrer que les compétitions actives. Donc ici j'avais 2 coupes de Pâques, j'en ai plus qu'une. Je vais masquer la seconde, donc je la sélectionne, je fais archiver également. Et je me retrouve avec des compétitions masquées. Je peux les revoir à tout moment, soit en demandant à afficher les compètes archivées, ici, soit en redemandant à afficher toutes les compétitions. Et vous verrez d'ailleurs que les compètes archivées sont sur un fond légèrement vert,
pour vous indiquer qu'elles ont un statut particulier. Donc, en gardant un filtre sur uniquement les compétitions actives, vous pouvez en permanence garder une vision assez propre de vos compétitions et ne garder que les compétitions les plus récentes. Vous aurez dans la prochaine version 2 nouveaux boutons qui s'appellent archiver jusqu'à la date et activer à partir de la date. Donc, ça vous permet d'un seul coup de masquer toutes les compétitions antérieures à une date que vous préciserez. Alors, autre élément important, je dirais même primordial dans la partie liste des compétitions, ce sont les fonctionnalités d'import ou d'export. Exporter une compétition, je vais le faire assez rapidement. Alors on va prendre la dernière compétition, la coupe que j'ai créée ici. Vous faites exporter, vous répondez oui. Il vous demande de nommer et de déposer votre compétition. Alors je vais l'appeler export coupe et je fais enregistrer ici. C'est très rapide, ça vous produit un fichier que vous pourrez ensuite transmettre éventuellement à un autre club ou utiliser à titre de sauvegarde. Ça, je vous le conseille sur les grosses compétitions. À chaque étape clé de l'épreuve, par exemple quand vous avez terminé les inscriptions, quand vous aurez terminé les départs, quand vous aurez terminé la saisie des scores d'un tour, eh bien, faites exporter. Vous serez à partir de là en mesure, je vais export coupe 2, vous serez en mesure de réimporter votre compétition en cliquant sur le bouton importer ici pour pouvoir revenir à, alors je vais réimporter ma compétition, pour pouvoir revenir à un état initial si jamais vous avez un gros souci sur votre épreuve. Donc ça peut vous servir de sauvegarde de vos épreuves, mais son objet premier, c'est de vous permettre de transmettre une compétition à un autre interlocuteur disposant lui-même du logiciel Hermès. Un exemple d'utilisation, si vous organisez une compétition qui se déroule sur plusieurs sites, vous pouvez gérer les scores du premier tour, par exemple, donc sur votre ordinateur, puis au terme du premier tour, faire un export et ensuite envoyer par mail le fichier que vous aurez généré au club qui s'occupera de la gestion du tour suivant, donc la saisie des scores du tour 2 et ainsi de suite. Donc voilà pour les fonctionnalités d'import et d'export qui sont très importantes et très souvent utilisées. Donc ne vous en privez pas aussi à titre personnel pour faire des sauvegardes de vos compétitions, notamment quand vous inscrivez beaucoup de joueurs. Ça vous rassurera de savoir que vous êtes capable de restaurer votre compétition à un moment donné. Bien. Alors, pour le cours d'aujourd'hui consacré à la gestion des compétitions par équipe, je vais donc créer une nouvelle épreuve en cliquant sur le bouton « Nouveau » ici. Et je vais remplir les informations nécessaires à la gestion de ma compète. Je vais l'appeler le Foursome des ménages. Donc vous aurez compris, pour mon premier exemple, je vais créer une compétition de type Foursome. Alors le Foursome est une formule qui se joue par équipe de 2. Les joueurs alternent autour de la même balle. Donc vous le verrez dans les scores tout à l'heure lorsqu'on les saisira. Chaque équipe n'aura qu'un seul score par trou. On va mettre la date du jour. Voilà. Alors, si vous laissez les choses en l'état, la forme de jeu qui est proposée est une forme en simple. Donc, on va ouvrir cette liste déroulante et on va aller choisir le Foursome. Parmi les types de compétition par équipe que le logiciel est capable de gérer, vous avez le 4 balles avec sa variable qu'on appelle le 4 balles aggregate. Le 4 balles aggregate, au lieu de choisir la meilleure des 2 balles de l'équipe, puisque le 4 balles, contrairement à ce que son nom pourrait supposer, se joue en équipe de 2 joueurs, simplement sur le même départ, on met 2 équipes de 2 joueurs, chacun jouant avec sa balle, ça nous donne une partie en 4 balles. Le 4 balles aggregate, au lieu de choisir le meilleur score entre les 2 joueurs de la même équipe, on va en faire la somme, d'où le terme aggregate. Vous avez donc le Foursome, que j'ai expliqué tout à l'heure, le Greensome qui est une variante, le Chapman qui est également une variante, le Pro-Am qui est une sorte de 4 balles, mais qui va se jouer généralement par équipe de 4 joueurs avec un capitaine qui est un pro. Et on va traditionnellement retenir la somme des 2 meilleures balles
réalisé par l'équipe. Le scramble, qui est une formule qui peut se jouer à 2, à 3 ou à 4 joueurs. Donc chaque équipe chaque joueur dans l'équipe va jouer sa balle, et pour le coup suivant, on va se positionner à l'endroit où se trouve la meilleure des balles pour ensuite jouer le deuxième coup. On termine par une formule un petit peu moins utilisée, mais qui a le mérite d'exister, qui est le pas de somme, qui est en fait un mélange entre, si je ne dis pas de bêtises, du 4 balles, du green sum et du foursome, peut-être dans le désordre. Je crois que ça doit être plutôt foursome pour les 6 premiers tours, green sum pour les 6 suivants et 4 balles pour terminer. Si j'ai des spécialistes, envoyez-moi un petit message sur la messagerie instantanée pour que je rectifie, parce que j'ai un doute sur cette formule qui, à vrai dire, est assez peu utilisée, donc je n'ai pas une grosse expérience dessus. Bien, pour mon exemple, on va garder la compétition en type foursome, je vais la faire jouer en stroke play. Donc foursome, c'est la formule, le stroke play, ce sera le mode de calcul. Donc là, on sera dans une formule en foursome, stroke play. Et je vais cliquer sur le bouton terminer. Donc voilà pour la préparation des paramètres de base de la compétition. Donc vous avez vu que pour la créer, il y a finalement assez peu d'informations à donner, le nom de l'épreuve, la date, et puis la forme de jeu. On tombe sur un écran assez fourni, dont à vrai dire les informations les plus importantes se trouvent sur la partie droite et reprennent les informations données dans l'assistant de création, donc le nombre de tours, la date, la forme de jeu. Donc je n'insisterai pas sur la partie un peu plus complexe de la gestion des compétitions, notamment en termes de nombre de tours et date de jeu. Nous avons enregistré un webinaire il y a quelques semaines sur les compétitions dites complexes, donc les compétitions qui peuvent mélanger plusieurs terrains, plusieurs tours de jeu. Et je vous inviterai donc à consulter cet enregistrement pour approfondir cette partie. On va s'attacher donc, nous, à la gestion, aux étapes clés de la gestion des compétitions en double. Et après avoir vu la partie paramètres détaillés dans laquelle on a finalement assez peu à revenir, on va s'attarder un peu sur la partie choix du terrain ici. Alors le choix du terrain, c'est la rubrique qui va nous permettre de désigner les terrains qui vont être utilisés dans la compétition. Dans mon exemple, j'ai volontairement laissé 2 terrains pour vous expliquer une manœuvre assez importante, à vrai dire, pour éviter les erreurs. Si dans votre compétition, vous n'utilisez qu'un seul terrain, je vous encourage très fortement à aller vérifier dans la partie choix du terrain, ici, vérifier que vous n'avez qu'un seul terrain utilisé. Si vous en avez plusieurs, vous supprimez tout simplement les terrains qui ne seront pas utilisés dans cette compète. Donc là, par exemple, le daguet, je vais le mettre à la corbeille, et je n'aurai plus dans ma compétition que le terrain qui s'appelle la licorne. Alors, rassurez-vous, le fait de supprimer un terrain dans cette partie-là ne le retire que de cette compétition-là. Ça ne l'enlève pas du logiciel ni des autres compétitions. La partie terrain ici, un peu plus haut, est celle qui contient tous les terrains du club. Quand je suis ici dans choix du terrain, ça ne concerne que les terrains qui sont utilisés dans la compétition. Alors pourquoi ne laisser que le seul terrain disponible pour la compétition? C'est tout simplement pour vous faciliter la tâche et éviter les erreurs ici dans votre constitution des séries. Je bascule dans la partie série par index ici. Et dans cette partie-là, vous allez pouvoir désigner le terrain qui va être utilisé dans votre épreuve. Je n'aurai pas de risque d'erreur puisque je n'ai plus que le terrain de la licorne de disponible, donc ce sera bien celui qui sera utilisé sur toutes mes séries d'équipes ou séries individuelles. Alors justement, cette notion de série d'équipe ou série individuelle est une des clés de la bonne préparation des compétitions. Il y a souvent beaucoup de confusions qui sont faites autour de ces notions de série d'équipe et série individuelle. À vrai dire, les séries d'équipe sont très très rarement utilisées et elles ne servent que pour la remise des prix. Alors à quoi ça sert? Si vous organisez une grosse épreuve par équipe pour laquelle vous avez beaucoup de dotations, plutôt que de laisser vos équipes dans un seul groupe et de faire une remise de prix qui va aller chercher peut-être le 7e, 8e, 9e, voire 10e en brut ou en net, vous pourrez avoir intérêt à séparer vos équipes en série
de manière à faire une dotation séparée. Je vais primer la première série équipe, c'est on va dire la série des meilleures équipes, et je vais aussi primer la série des moins bonnes équipes, la seconde série d'équipes. Cette séparation entre les équipes, elle se fait sur la base de la somme des index. Donc ici, si je mets 60, le logiciel comprendra que toutes les équipes dont la somme des index est inférieure à 60 feront partie de la première série. Toutes les équipes dont la somme des index est supérieure à 60 seront dans la deuxième série. Donc, je dirais sur la partie série d'équipes, vous avez très rarement à intervenir. Il s'agit uniquement de la possibilité de regrouper les équipes par série quand vous avez beaucoup d'équipes et une très bonne dotation, ce qui ne court pas forcément les rues. Donc, de manière générale, la partie série d'équipes, vous allez très souvent, voire quasiment tout le temps, la laisser telle qu'elle, c'est-à-dire première série allant de 3 petits points à 3 petits points. En gros, je n'ai qu'une seule série d'équipes dans ma compétition et c'est la première. Toutes les équipes seront regroupées. On verra tout à l'heure qu'il y a des possibilités de faire des regroupements sur d'autres notions que l'index. Je vais vous donner un exemple. Bon, là, c'est pas par hasard que j'ai nommé mon forSum des ménages. Je vais voir comment je peux primer, par exemple, dans mon forSum, particulièrement les vrais couples, donc les personnes qui jouent en couple, des équipes, on va dire, où les personnes ne sont pas de la même famille ou ne sont pas en couple. Donc ça, c'est une notion qui est complètement séparée de la notion d'index et je vous indiquerai comment pouvoir l'utiliser. Alors, on va voir maintenant la partie série individuelle. Alors, en revanche, vous aurez parfois à intervenir, même si c'est de manière finalement assez simple. Donc, vous voyez ici, je suis passé de équipe à série en simple, les séries individuelles. Je suis dans les séries individuelles, messieurs. Bien, pour l'instant, je n'ai pas de série définie. Les séries individuelles en compétition par équipe servent uniquement à placer les joueurs sur leurs bons repères. Et très souvent, pour des raisons de temps de jeu particulièrement, en compétition par équipe, on va garder un repère unique pour les messieurs et un repère unique pour les dames. Donc ces séries individuelles se comportent exactement de la même façon qu'en simple. Je vais donner donc des bornes, donc, par exemple 15,4. Eh bien, jusqu'à 15,4, les messieurs vont jouer des blancs, et à partir de 15,5, ils vont jouer des jaunes. Chez les dames, je pourrais indiquer ici une limite à 22,4 partant des bleus, et de 22,5 à non classés, les 3 petits points, je vais les faire jouer des rouges. Donc voilà un exemple qui n'est pas en totale conformité avec ce que je viens d'annoncer, c'est qu'en compétition en double, très souvent, dans la majorité des cas, vous allez préparer vos séries individuelles de la façon suivante. Une seule série, donc première série qui va de 3 petits points à 3 petits points. Les messieurs jouent des jaunes. Alors souvent, par souci d'esthétisme, on va mettre du jaune partout. L'intérêt de procéder ainsi, c'est que si dans votre liste d'inscrits, vous voyez des joueurs des messieurs qui sont positionnés sur d'autres repères que les jaunes, c'est qu'il y a une erreur. Donc si vous laissez du jaune partout, vous aurez un indicateur visuel assez rapide pour vous indiquer les erreurs. Et les dames, je vais garder une seule série qui va de 3 petits points à 3 petits points, donc qui prendra tout le monde, et je vais faire jouer tout le monde des rouges. Voilà, à vrai dire, si j'avais simplement laissé la première série sur les rouges, ça aurait fonctionné de la même manière. Et je peux sauver mes séries. Alors, je vais aller un petit peu plus loin dans mes explications. La partie basse de l'écran va vous permettre de préciser si vous souhaitez mettre en place des limites d'index. Alors, je vais cliquer ici sur le petit crayon pour pouvoir modifier mes informations. Donc, je vais pouvoir indiquer ici si je souhaite un index ou un handicap de jeu maximum pour mes joueurs. Alors, si je précise ici 36, vous le verrez tout à l'heure, le logiciel va comprendre que tous les joueurs dont l'index est supérieur à 36 vont être ramenés à 36. Vous pourrez préciser si vous souhaitez une limite par index de jeu, ce que je viens d'expliquer, ou par handicap de jeu, autrement dit les points. Si vous préférez non pas limiter les index, mais plafonner les points, c'est-à-dire
le joueur va pouvoir aller jusqu'à 54, mais je vais pouvoir décider de ne lui accorder que 36 points maximum. Donc ça, notamment pour le net en Stableford, c'est peut-être plus intéressant de procéder de cette manière-là. Donc vous déciderez ici, en cochant index de jeu ou handicap de jeu, quel est le type de limite que vous souhaitez porter, s'il s'agit d'une limite en bloquant les index des joueurs, ou s'il s'agit d'une limite en limitant leur nombre de points, autrement dit le handicap de jeu. Dans le cas d'une compétition par équipe de type foursome, donc foursome, greensome, Chapman et ses variantes, vous allez pouvoir préciser au logiciel si vous souhaitez plafonner le nombre de points accordés à l'équipe entière. En foursome, le nombre de points accordés à l'équipe est égal à la somme des points accordés aux deux joueurs divisé par 2. Et donc vous pouvez souhaiter aussi limiter le nombre de points rendus à une équipe. Ça se fera dans cette case-là. Donc là, vous pourrez préciser 36. En général, on choisit l'un ou l'autre, c'est-à-dire qu'il est assez inutile de plafonner à la fois les index des joueurs et le nombre de points rendus à l'équipe. Au final, je conseillerais plutôt de ne pas toucher à l'index des joueurs, mais de plafonner les points rendus pour l'équipe, puisqu'au final, le classement en net se fera sur la base du score de l'équipe, tenant compte de ce nombre de points. Donc je conseillerais de limiter plutôt le nombre de points rendus à l'équipe. Par contre, quand on est en simple ou sur une formule de type 4 balles ou Pro-Am, comme il ne s'agit pas d'un score d'équipe qui va être rendu avec un nombre de points accordés à l'équipe, vous préférerez dans ce cas utiliser la limite d'index individuel. On va plafonner sur les index soit le nombre de points accordés aux joueurs et non pas à l'équipe. Vous pouvez aussi préciser d'accorder une somme maximum aux index des deux joueurs d'une même équipe. Ça, on l'utilise plutôt rarement. Dans certaines formes de jeu, une fraction du handicap de jeu peut être utilisée. Traditionnellement, par exemple, en 4 balles, on va faire jouer en 9 dixièmes de handicap. On pourrait, par exemple, aussi faire jouer en 3 quarts de handicap. Donc, dans ce cas-là, si vous avez ce type de limite dans votre règlement, vous cochez ici fraction de handicap de jeu et vous précisez la fraction ici. Par défaut, quand on le décoche, les joueurs et les équipes vont jouer en ce qu'on appelle full handicap, donc disposant de leur plein point. Voilà, donc je vais sauver ma définition de série et je vais passer à l'étape suivante. Je vais aller un petit peu plus loin. J'expliquerai tout à l'heure les séries autres et les séries parages. Alors les séries autres à l'occasion du cours et les séries parages si vous avez des questions dans la partie plutôt questions-réponses puisque j'ai expliqué cette partie dans le cours précédent. Bien, je vais aller dans l'inscription en insistant sur les particularités de l'inscription en compétition par équipe. Donc vous voyez que pour l'instant j'ai une liste d'inscrits qui est vide, c'est normal, je viens de commencer ma compétition. Je vais cliquer ici sur l'inscription en mode équipe. Alors qu'a-t-elle de particulier cette inscription en mode équipe? Vous allez voir, quand j'inscris mes joueurs, donc je vais prendre mon joueur à gauche, je vais le basculer à droite, je vais en inscrire quelques-uns. Vous voyez, tous les deux joueurs, j'ai une séparation un peu plus forte. En fait, l'inscription en ce mode-là vous permet de directement constituer des équipes au fur et à mesure de vos inscriptions. Donc, si je sais que M. Muniesa joue avec M. Ramos, je les inscris l'un à la suite de l'autre et ils seront dans la même équipe. Si je sauve, vous verrez, les équipes sont constituées. Je le vois ici dans la partie qui s'appelle Constitution des équipes. Vous voyez, donc les équipes sont constituées et les joueurs sont bien rassemblés tels que je les avais inscrits. Donc on va en général utiliser ce mode d'inscription, l'inscription en mode équipe, donc en constituant les équipes au fur et à mesure de l'inscription, parce que très souvent vous avez des équipes déjà constituées qui se sont inscrites. L'autre façon d'inscrire les joueurs en compétition équipe, c'est l'inscription classique de joueurs libres, de joueurs individuels. Alors, je vous le remontre. Vous cliquez ici sur inscription joueur tout court. De la même façon, vous pouvez inscrire vos joueurs, mais vous voyez, là, j'ai pas de séparation entre les joueurs. Les joueurs sont inscrits individuellement. Et ça n'est qu'après, ici, dans la partie constitution des équipes,
que je vais pouvoir les rassembler. Alors là, j'ai déjà mes équipes constituées, hein, celles que j'avais inscrites tout à l'heure. Je vais cliquer sur le petit crayon ici pour aller dans l'assistant d'organisation des équipes. Et vous voyez, je retrouve mes joueurs isolés. Je vais pouvoir en fait gérer mes équipes un peu de la même façon que l'on utilise la feuille de gestion des départs. Voilà. Donc je vais pouvoir utiliser cet assistant pour gérer mes équipes. Vous verrez d'ailleurs que dans cette partie-là, je peux déplacer des joueurs directement à l'intérieur de la grille pour manipuler mes équipes plus simplement. Voilà. Là-dessus, on n'a pas de limite. Le bouton qui s'appelle ordonner ici nous permet de classer les équipes correctement en désignant comme capitaine, c'est-à-dire le joueur qui est premier dans la constitution de l'équipe, le joueur de plus bas handicap ou le joueur pro lorsqu'il s'agit d'un pro-am. Notez d'ailleurs qu'en pro-am, le pro est automatiquement désigné capitaine d'équipe sans avoir besoin de faire ce tri particulier dans l'équipe. Voilà, donc je reviens dans les inscriptions et donc j'insiste sur la différence entre les deux boutons ici. Ici, en mode équipe, je vais inscrire mes joueurs en les regroupant par équipe directement. Ici, en inscription joueur, j'inscris des individus libres et ensuite, je les regrouperai en utilisant la rubrique qui s'appelle Constitution des équipes ici. Alors, je vais revenir sur la façon d'inscrire les joueurs. C'est toujours intéressant de vous remontrer deux, trois petites choses. Quand vous inscrivez vos joueurs en compétition, donc vous partez très souvent d'une recherche par nom. Donc là, par exemple, je vais rechercher les personnes dont le nom commence par M, A, R. Alors très souvent, je vois des utilisateurs qui cliquent après avec la souris sur la loupe pour déclencher la recherche. Sachez que vous pouvez le faire beaucoup plus rapidement, tout simplement en tapant sur la touche entrée. Donc si je recherche par exemple les Lefebvre, L-E-F, entrée, vous voyez, j'ai pas eu besoin de venir cliquer sur la loupe ici pour déclencher ma recherche. J'ai fait L-E-F, entrée, et j'ai bien tous les noms qui commencent par L-E-F. J'en profite pour préciser une petite astuce. Quand vous êtes dans cette partie-là, sans toucher la souris, avec les touches de direction, la flèche vers le haut et la flèche vers le bas, je peux me déplacer dans ma liste de joueurs mes joueurs sélectionnés. Je me positionne sur le joueur à inscrire et je vais appuyer sur le bouton plus, le bouton du clavier plus. Je recherche un autre joueur, M-A-R, entrée, je me déplace dans la liste, j'appuie sur la touche plus et le joueur se retrouve ici à droite. Donc assez simplement, après avoir fait une recherche, en cliquant, en appuyant sur entrée pour déclencher cette recherche, puis ensuite en me déplaçant avec les flèches directionnelles, puis en appuyant sur la touche plus, je peux faire mes inscriptions sans utiliser la souris. Pour les personnes qui ont un petit peu d'expérience, l'utilisation pure à la souris fait gagner pas mal de temps dans le process d'inscription. Alors là, on a vu les inscriptions pour des joueurs qui sont déjà dans la base locale, c'est le plus simple, hein, je fais une recherche, j'identifie mon joueur et je le bascule sur la droite. Maintenant, on peut être amené à inscrire des joueurs qui ne sont pas présents dans la base locale, un joueur extérieur. Là, je vais commencer par rechercher le nom. Rechercher Monsieur Ginola, par exemple. Ginola, entrée. Je ne trouve personne de ce nom dans mon fichier, donc je vais cliquer sur le bouton Ajout de joueur extérieur. Donc je vais avoir le nom qui va se reporter ici. Je peux préciser ou pas le prénom, David, et je vais cliquer sur le petit bouton ici qui va me permettre de lancer directement une recherche auprès de Fléol sur la base du nom et du prénom que j'aurai recherché. Voilà, et je trouve les informations de mon joueur que je peux ensuite sauvegarder. Alors, je vous conseille de sauvegarder ces joueurs dans la rubrique qui s'appelle joueur extérieur compétiteur, c'est ce qu'on vous propose par défaut. Après, vous pourrez bien sûr vous conformer à votre propre organisation si vous avez changé celle qui est présentée de base dans le logiciel. Donc voilà, donc là j'ai inscrit David Ginola qui n'était pas dans ma base locale, je suis allé le rechercher sur la base de son nom et de son prénom pour l'ajouter. Tiens, on va faire un petit test rapide. Si quelqu'un peut sur la messagerie instantanée me donner son numéro de licence, je vais vous montrer comment maintenant on peut aussi inscrire quelqu'un directement
par son numéro de licence. Ça va me permettre de tester votre réactivité. Merci Christian. Alors, donc j'ai le numéro de licence de Christian, en espérant qu'il soit bien dans la base de test. J'ai Christian à inscrire, je vais directement dans Ajout de joueurs extérieurs. Je vais ici dans Licence, je copie le numéro de licence et je clique sur Récupérer les données. Ah, désolé, ça c'est une erreur de ma part. J'ai un... Ah non, c'est pas une erreur de ma part, il y a un chiffre en trop. Il y a un chiffre en trop, Christian, il y en a 10. Je vais essayer de retirer le dernier. Non. Alors, je vais prendre le numéro de licence de Philippe. Voilà. Ah non, non plus, Philippe, je ne vous ai pas en base de test. Allez, on va faire un dernier essai. Ici, on va reprendre le numéro de Christian. Ou de Jean-Claude. Sauvé, voilà. Donc là, j'ai trouvé, donc en mettant le numéro de licence directement et en cliquant sur le petit bouton bleu, je tombe directement sur la fiche de mon joueur que je n'ai plus qu'après à valider. Donc je n'ai même pas eu besoin de faire une recherche par nom ou prénom à partir du moment où j'ai les numéros de licence des joueurs, ce que vous avez très souvent dans vos compétitions. Je vais en profiter d'ailleurs pour mentionner une fonctionnalité très importante dans le logiciel pour les habitués. Quand vous êtes dans votre liste d'inscrits ici, vous avez à côté du petit bouton de synchronisation de la fédération une petite flèche déroulante avec une option qui s'appelle Import des participants. Vous pouvez, grâce à cette fonctionnalité, désigner à votre logiciel un fichier qui contiendra des numéros de licence. Donc il s'agit d'un fichier texte classique où vous aurez un numéro de licence par ligne. Vous faites ici import des participants, vous désignez votre fichier, alors là j'ai pas de fichier d'exemple, vous faites ouvrir et le logiciel importe automatiquement tous les joueurs correspondant au numéro de licence listé. Donc ça c'est extrêmement important parce que si vous avez récolté vos inscrits dans une feuille Excel par exemple, il vous suffit de ne garder que la colonne des numéros de licence, de la faire digérer à Hermès et vos inscriptions sont faites en quelques secondes. Et en plus, vos joueurs sont directement vérifiés parce qu'à chaque numéro de licence trouvé, le logiciel Hermès va chercher la correspondance dans Fléau et vous ramène le bon index et l'état de licence et de certificat médical à jour. Donc vous avez votre compétition vérifiée par ce moyen-là. Bien, donc voilà pour les inscriptions de joueurs. Une dernière précision. L'inscription d'un joueur absolument absent de votre fichier local et également de la base fédérale, ça va être typiquement le joueur étranger. Eh bien, écoutez, on va passer par l'ajout de joueurs extérieurs et on va l'inscrire directement. Monsieur Woods, Trigger. Qu'est-ce qu'on va comme pays? Si je trouve les États-Unis. Je suis pas sûr de trouver. Alors, bon, en plus, ils sont pas forcément triés dans le bon ordre. Bon, je vais laisser cette information-là. Je vais indiquer qu'il s'agit d'un joueur pro, en l'occurrence, en mettant dans l'index de jeu la mention pro PRO, et je le sauve. Ah, il me demande quelque chose pour le pays. Bon, je vais le mettre en français. On peut toujours rêver. Voilà. Donc j'ai inscrit mon joueur. Le joueur étranger peut être, ou en tout cas le joueur complètement absent de soit la base fédérale, soit la base locale, peut être entré sans limite. Dans les compétitions en double, vous le verrez en plus, derrière il n'y a absolument aucune contrainte en termes d'état de licence et de certificat médical. Tout dépend après de votre propre règlement. Où là, on vous encourage bien sûr à vérifier les licences et les certificats puisque votre responsabilité d'organisateur est engagée. Donc voilà pour l'enregistrement d'un joueur étranger dans votre compétition.
Alors, on va passer à l'étape suivante. Le contrôle des inscrits. Vous allez voir que la démonstration va être assez vite vue. Vous cliquez sur le contrôle des inscrits, ça va aller vérifier la liste des joueurs et vous ramener l'index et l'état de licence à jour, alors que mon écran vient de se fermer. Voilà, pardon. Donc, l'index et le numéro de licence et l'état de licence et de certificat médical à jour. Simplement, je vais ramener une belle erreur parce qu'on est en train de travailler sur cette partie-là et qu'elle n'est pas encore finalisée. Sur le principe, vous allez avoir un déroulé des joueurs qui va durer pour une soixantaine de joueurs, compter une trentaine de secondes, et vous aurez ensuite vos joueurs intégralement vérifiés avec les informations d'index et d'état de licence et de certificat complètement à jour. Vous pourrez préciser ici la date de prise en compte des index. Si votre règlement précise que les index seront ceux valables, par exemple, au premier du mois, vous pourrez mettre ici 1er avril 2013 et lancer votre contrôle d'inscrit, qui, en dehors de la base de test, fonctionnera bien sûr. Bien. On va passer maintenant à l'étape suivante, qui est la préparation des départs. À vrai dire, il y a assez peu de différence dans la préparation des départs pour une compétition en double et pour une compétition en simple. Vous avez sur la partie droite vos équipes déjà constituées, sur la partie gauche vos départs. Vous positionnez les joueurs, vous les prenez à la souris et vous les glissez sur la partie gauche. Vous pouvez le faire de manière manuelle, comme vous pouvez le faire de manière automatique, ce qui se fera en comblant les emplacements vides et sur la base du tri que vous aurez choisi sur la droite. Donc là, j'ai choisi de conserver un tri qui est ici la moyenne des index des joueurs pour avoir les équipes les plus fortes en premier. Je vais basculer mes équipes. Elles remplissent mes emplacements vides sur la gauche. Alors, une petite information pour la prochaine version du logiciel. Vous allez avoir une réorganisation de cet écran où on va inverser le sens de placement des joueurs. Donc sur la gauche, vous allez avoir les joueurs et les équipes, et sur la droite, les emplacements de départ, ce qui sera un peu plus intuitif pour le positionnement des joueurs. Et surtout, on va regrouper les parties hautes et basses de manière à avoir un vrai groupe avec les filtres qui va rassembler cette partie en haut et cette partie-là, et un vrai groupe avec les actions qui vont regrouper cette partie-là avec celle-ci. Donc ça donnera une barre d'action qui sera assez conséquente en bas de l'écran, mais on va la rendre coulissable de manière à ce que vous puissiez masquer la partie boutons et informations pour maximiser l'espace dédié aux départs eux-mêmes. Donc vous pourrez avoir beaucoup plus de départs visibles sur votre écran pour pouvoir travailler avec un peu plus de confort. Donc là, le travail est en cours, je ne suis pas encore en mesure de vous le montrer, mais voici ce qui sera fait pour la prochaine version. Bien. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la partie gestion des départs, puisqu'à vrai dire, il y a assez peu de particularités liées aux compétitions par équipe, si ce n'est que les joueurs sont indissociables. Il va y avoir tout à l'heure quand même une petite précision à faire, qui est assez intéressante, mais au premier lieu déroutante quand on n'a pas l'habitude. Donc, je vais sauvegarder ma feuille de départ. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Imaginons que dans la liste des inscrits, j'ai un joueur qui se scratch, traditionnel dans une compétition, et le plus tard possible, si possible pour bien embêter tout le monde, j'ai un joueur qui se scratch et qui doit être remplacé par un autre dans une équipe. On va considérer qu'il s'agit de Monsieur Jeanneret. Scratcher un joueur, c'est le sélectionner dans la liste, cliquer sur la petite corbeille et valider les différents messages d'avertissement. Ce qui va se passer, c'est que dans la partie constitution des équipes, je me retrouve avec une équipe en moins puisque j'ai un joueur qui se retrouve seul. Et si je clique sur le petit bouton pour accéder à l'écran de gestion des équipes, j'ai un message qui me dit qu'à partir du moment où les départs sont faits, la constitution des équipes doit se faire dans la partie départ. Donc je vais aller dans la partie départ ici, je clique sur le petit crayon et
je me retrouve, vous voyez ici, avec une équipe sur laquelle il manque un joueur. Or, mon joueur, je ne l'ai pas à droite. Le piège, il est là. Vous avez deux onglets. Vous avez l'onglet qui affiche uniquement les équipes constituées. Soit dit en passant, pour la prochaine version, lorsque les équipes seront vides, les emplacements seront vides, on les masquera à l'écran. Et vous avez un onglet qui vous affiche les joueurs individuels isolés. Donc là, le joueur que j'ai ajouté, M. Bernardo, je vais pouvoir le remettre dans l'équipe en remplacement de la personne qui est partie. Donc, important à savoir, quand les départs sont commencés, la constitution des équipes va se faire dans la vue départ et tout simplement, il suffira de mettre les joueurs dans le même départ pour que le logiciel comprenne qu'il s'agit des joueurs d'une même équipe. Ce sera le cas par exemple aussi en programme, quand vous aurez un départ avec 4 joueurs. Si je retire un joueur et que je le remplace par un autre dans les départs, le logiciel comprend d'office qu'il s'agit de la même équipe et l'équipe est automatiquement reconstituée. Le piège, il est très souvent en fait de ne pas remarquer cet onglet joueurs ici pour avoir accès aux joueurs isolés pour pouvoir les placer dans leur équipe. Bien, je sauve mes départs que je peux ensuite classiquement imprimer ou envoyer sur Internet grâce à ce bouton, de synchronisation, liste des départs, transfert. Je ne vais pas le faire pour pas perdre de temps. Et je vais passer à l'étape suivante qui est l'édition des cartes de score. Je ferai ici dans inscription et carte de score. Et je vais cliquer sur carte de score. Alors, les cartes sortent dans l'ordre qui est indiqué sur le message que vous venez de voir, en l'occurrence par ordre de handicap de jeu de l'équipe. Je vais choisir un modèle d'impression. Alors, ce qu'on appelle 2 balles, c'est toutes les formules de type Forson, Grimson et autres. Et je vais lancer mon impression. Donc, pour l'exemple, je vais le lancer à l'écran. Voilà. Vous avez donc votre carte avec une carte par équipe, avec votre équipe, le capitaine, le second joueur, le handicap de l'équipe. Là, je suis en foursome stroke play, donc j'ai un handicap de jeu avec une virgule. Et je déroule et j'imprime mes cartes. Une petite précision, on a la question régulièrement. Si vous souhaitez imprimer les positions de drapeau et les temps de jeu, ça se fait dans les cartes de score ici. Ici, dans position des drapeaux, vous pouvez remplir et sauvegarder ce tableau-là. Et quand vous imprimez vos cartes, vous pouvez choisir un modèle qui s'appelle position de drapeau, qui va vous afficher un modèle qui sera exactement du même format que la carte de score, mais qui vous permettra d'imprimer cette position de drapeau au dos de la carte de score. Donc vous mettrez vos cartes une première fois à l'envers pour imprimer cette position de drapeau, et ensuite vous les retournerez et vous ferez une impression classique des cartes de score, donc la partie recto avec le nom des joueurs et des informations des équipes. Voilà. Même principe pour les temps de jeu. Les temps de jeu se modifient ici dans carte de score, dans la partie qui s'appelle temps. Vous avez un tableau avec les temps de jeu pour des parties de 2, 3, 4 joueurs, etc. Donc ça, vous pourrez le renseigner et automatiquement sur les cartes de score, vous avez en bas de chaque trou l'heure théorique de fin de jeu en fonction du nombre de joueurs dans la partie. Bien. Alors, nous avons inscrit nos joueurs, préparé les départs, sorti les cartes de score. Maintenant, c'est aux joueurs de travailler un petit peu. Ils vont aller sur le terrain, nous produire des scores. Et donc, on va commencer le recording. On va passer dans la partie ici, saisie des scores. Donc, saisie des scores, la particularité de la saisie des scores en équipe, c'est qu'en fonction de la formule, vous allez avoir, là en l'occurrence pour le foursome, un seul score à inscrire pour l'équipe. Je vais rechercher mon équipe en nommant un de ces joueurs. Alors, on peut passer ici par la liste déroulante et aller chercher l'équipe. Ça va fonctionner. C'est pas forcément le plus rapide, mais ça va marcher. Donc, je vais chercher l'équipe, je vais cliquer sur le petit crayon, je vais saisir mon score et je valide. L'autre façon de faire, qui est un peu plus rapide, c'est d'appuyer sur la touche F3, de commencer à taper le nom du joueur, donc GR1 par exemple, GER, entrée. Et là, l'avantage, c'est que je suis directement en saisie de score, je n'ai pas eu besoin de cliquer sur le petit crayon pour commencer la saisie.
je peux enregistrer le score directement. Donc je recommence. F3, bon larron par exemple, entrée, et je saisis le score. Alors, évidemment, quand j'appelle un joueur, ça affiche la carte de son équipe. Voilà, et ainsi de suite. Donc je peux saisir assez rapidement les scores de l'ensemble des équipes. Alors je vais aller saisir quelques scores en plus. Alors pour cliquer plus vite sur le petit crayon, vous avez un raccourci clavier qui est le CTRL-E. Ça permet de ne pas utiliser la souris. Petite astuce pour gagner un petit peu de temps. Voilà, je vais en saisir quelques-uns pour que les résultats ressemblent à quelque chose. Je pense que ça suffira et je vais passer maintenant dans la partie résultats. Donc je déroule, résultat, classement et prix, c'est ma dernière étape. Et donc j'ai le résultat qui s'affiche. Alors résultat du tour 1, en brut ou en net. Et ensuite je vais pouvoir filtrer mon affichage en fonction des séries, en fonction du paramétrage que j'aurais fait dans les séries par index, séries par âge ou séries autres. Donc la sortie des résultats est extrêmement simple, l'impression également. Je vais terminer en vous expliquant comment manipuler ce qu'on appelle les séries autres pour pouvoir sortir des résultats groupés. Alors, les séries autres vont se gérer ici, en cliquant sur séries autres. Pour mon exemple, le foursome des ménages, alors j'ai déjà 4 groupes qui sont créés par défaut dans le logiciel. Je peux les laisser tels quels et en créer d'autres. C'est ce que je vais faire. Donc je vais cliquer sur le bouton nouveau. Et ce groupe, je vais l'appeler CPL, couple. Donc description, série constituée de couples mariés, par exemple mariés ou pacsés. Voilà. Alors sexe masculin ou féminin, quand on est en série d'équipe, ça n'a aucune importance. Par contre, en série individuelle, là forcément, ça aura de l'importance. Mais là, le logiciel, quand on manipule les séries d'équipe, il n'en tient pas compte. Voilà, j'ai créé ma série autre couple et je vais aller ici dans constitution des équipes et je vais dire, par exemple, je vais prendre cette équipe-là. Vous voyez en bas ici, dans ma liste déroulante, j'ai mes séries d'équipes. Je vais prendre la série CPL, cliquer sur le petit bouton et le logiciel, regardez, comprend que cette équipe fait partie de la série couple. Je vais faire la même chose avec cette équipe-là. Hop, je lui affecte le groupe couple et puis une dernière couple. Hop. Voilà, donc je me retrouve avec 3 équipes qui sont dans le groupe couple. Je vais pouvoir aller dans les classements ici, aller dans les séries autres et dire je ne veux que les couples. Et donc là, j'aurai uniquement mon résultat avec mes couples. Donc si vous souhaitez dans une compétition par équipe faire une dotation, une remise de prix séparée et séparée sur autre chose que l'index, vous pouvez utiliser les séries autres, créer des groupes et puis affecter ces groupes à vos équipes pour après les exploiter dans la partie résultats. Donc voilà pour le déroulé complet d'une compétition, en l'occurrence de type GreenSum. Avant de terminer cette présentation, je vais vous présenter 2-3 particularités des compétitions sur les autres formes de jeu. On va assez rapidement créer, donc je reviens dans la liste des compétitions, je vais faire nouveau et je vais créer un 4 balles que je vais dater d'aujourd'hui. Alors je vais prendre un 4 balles Stableford pour changer un peu et je le sauve. Alors, dans les séries par index, je vais faire jouer les messieurs des jaunes, les dames des rouges. Je vais aller maintenant dans les inscriptions. Je clique ici sur inscription des joueurs, mode équipe. Alors je vais utiliser la touche plus pour inscrire assez rapidement quelques équipes. Voilà.
Bon, pas inutile d'aller dans les départs. Ce que je souhaite vous montrer sur la formule de type 4 balles, c'est dans la partie saisie des scores, une petite particularité. On est dans une forme de jeu où vous avez un score par joueur et non pas un score par équipe. Et c'est le logiciel qui s'occupe de choisir la meilleure balle. Donc, quand je vais appeler un joueur, je vais prendre par exemple Madame Nanty Agnès, je vais saisir son score. Et automatiquement, le logiciel se positionne sur le deuxième joueur ou la deuxième joueuse de l'équipe pour la saisie de son score également. Donc, petit crayon et je saisis son score. Donc, sur un 4 balles, et encore plus sur un programme, vous aurez un score à noter par équipe. Alors, pour ces formules-là, je vais saisir un autre score. Quand vous n'avez pas de score parce que la personne aura relevé sa balle, soit vous notez un 0, ce qui revient à la balle relevée en Stableford, soit avec la flèche vers le bas, vous passez directement au trou suivant. Voilà, vous saisissez le score, 0, 0, ou flèche vers le bas, voilà, pour noter les scores qui n'auront pas été, les balles qui auront été relevées avant la fin. Donc c'est la seule particularité des formes de jeu de type 4 balles ou Pro-Am par rapport au foursome, voire au scramble. Dans ces formes de jeu, vous avez un score à noter par personne et vous le voyez, c'est le logiciel qui s'occupe après de faire le calcul de la meilleure balle. Voilà. Bien. Sur les autres formes de jeu, pour le Pro-Am particulièrement, en général, les pièges sont plutôt dans la définition du règlement à l'origine de l'épreuve. Les règlements sont parfois assez imprécis, donc on est de temps en temps amené à faire des modifications de la forme de jeu ou de son organisation alors qu'on a déjà commencé à travailler sur l'épreuve et ça, à vrai dire, ça peut être assez dangereux. Ça ne l'est pas tant que vous ne modifiez pas le nombre de joueurs par équipe, à vrai dire. Et encore, le logiciel réagit plutôt pas mal dans ce sens-là. J'ai une dernière chose à vous expliquer avant de passer à la question de session-réponse. Concernant un piège sur les formules en scramble, donc je vais faire nouveau. Si vous voulez par exemple créer un scramble à 4, donc voilà, je vais l'appeler scramble à 4, je vais lui donner une date. Et dans la forme de jeu ici, je vais aller choisir Scramble, Scramble Stroke Play, et je vais mettre nombre de joueurs par équipe, 4 ici. Je sauve. Et vous allez voir que dans mes données, mes paramètres détaillés, le logiciel a laissé nombre de joueurs par équipe 2. Donc si vous ne faites pas attention à ça, vous avez pourtant bien fait votre boulot, vous avez bien mis 4 joueurs par équipe au moment de la création du Scramble, mais il vous remet à 2 par défaut. Donc il faut une seconde fois revenir sur cet écran-là et mettre la valeur 4. Donc ce point-là est corrigé sur la prochaine version, donc on n'aura plus le souci à terme, mais pour l'instant, tant qu'on est encore sur la version de juillet 2012, vous aurez encore ce phénomène-là sur les scrambles. Pour la suite, pour les formules de type scramble, tout le processus d'inscription, départ et gestion des scores se fait de la même façon que pour le foursome, avec la particularité dans mon exemple qu'au lieu d'avoir une équipe de 2 joueurs, vous aurez une équipe de 4 à manipuler. Bien, je vais cesser l'enregistrement du cours d'aujourd'hui et nous allons passer à la partie questions-réponses.